Ok, bonjour tout le monde encore. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Alors du coup, moi je vais commencer par une présentation. Je vais présenter un petit peu mon parcours pour que vous puissiez comprendre aussi d'où vient mon intérêt pour le craftsmanship et mon expérience. Comme l'a dit Louis, n'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions enfin, au fur et à mesure, parce que je préfère ça, je préfère que ce soit un peu plus dynamique, un peu plus organique. C'est plus sympa. Même si ça n'empêche pas effectivement de poser des questions à la fin. Alors, du coup, voilà, je vais faire une petite intro sur le craftsmanship et j'insiste aussi sur le fait comment dire, d'en faire une présentation côté freelance un petit peu, côté l'application du craftsmanship côté client, parce que comment dire, c'est les conditions d'application du craftsmanship, elles vont changer selon l'environnement, même s'il y a des principes globaux qui sont toujours là, etc. C'est vraiment important de pouvoir s'en servir correctement. Du coup, déjà le craftsmanship. Donc le craftsmanship, c'est un petit peu un keyword déjà, hein, c'est un anglicisme. Hein, on dit pas l'artisanat, on dit le craftsmanship. Donc ça veut dire que déjà on l'emploie comme un keyword. Ça, j'en parlerai justement au moment où on parlera de son application chez le client. Mais du coup, en fait, le craftsmanship, c'est l'artisanat logiciel dans notre contexte à nous. Et c'est plus, enfin, selon moi, un état d'esprit plutôt que des principes très stricts à suivre. Voilà, faut faire comme ça, faut faire comme ça. Alors, il y a effectivement des principes et donc des règles, entre guillemets, mais je pense que on peut pas faire du bon craftsmanship si on n'a pas l'état d'esprit derrière qui nous donne l'envie d'en faire, entre guillemets. C'est quelque chose que j'ai du mal à voir imposer à une équipe, parce que pour moi, l'artisanat, du coup, il émane d'une volonté d'une volonté de bien faire au sein d'une équipe. Donc, je pense que c'était nécessaire que le craftsmanship perde de sa radicalité, de sa rigidité, pour qu'elle puisse s'adapter à n'importe quelle équipe technique. Et c'est de ça que je vais vous parler. Donc là, j'ai pas fait énormément de slides, j'en ai fait quelques-unes qui vont me permettre de rebondir et de vous en parler en détail, et voilà, et d'échanger, comme je disais, au fur et à mesure, si vous voulez. Et je vais aborder naturellement pas mal d'aspects techniques, mais je voudrais au fur et à mesure me concentrer sur l'aspect, enfin sur la philosophie derrière le craftsmanship. Donc je suis Mickaël Romain, développeur full stack JS depuis 7 ans. J'ai commencé dans une boîte de service qui s'appelait JS République. Donc JS République, j'ai commencé en 2018. Oui, c'est ça. Non, en 2017, pardon. J'ai commencé en 2017. Et donc déjà, on était avec JS République sur une initiative pure JavaScript. Donc déjà dans l'idée, enfin il y avait déjà une intention de vouloir, enfin apporter une approche différente, de vraiment se concentrer sur proposer des services en pur JavaScript, plutôt que de s'adapter à 100% aux clients. Donc il y avait déjà un bassin pour l'approche artisanale un petit peu. Et moi, ma première grosse mission chez JS Republic, c'était à la BNP.
Et à la BNP, on intervenait avec l'équipe sur un projet qui avait un petit peu, qui s'était un petit peu cassé la figure. Et du coup, on est intervenu en pompier pour refaire justement ce projet, mais avec une approche artisanale. Donc, ce que ça voulait dire en gros, c'est du refactoring, du clean code, du testing, on avait une base de code testée à, je pense, 97%, et sur plus d'un millier de tests. Alors, ça, c'est le cas extrême, et c'est un cas qu'il faut vraiment pas chercher à reproduire, mais on était parti sur cette approche-là, sur l'envie de montrer aux clients un dashboard tout vert avec plein de tests. Et là, je reviens sur l'application du craftsmanship chez le client. C'est ça aussi, c'est que le craftsmanship, c'est aussi un argument de vente qui sert beaucoup quand on échange avec un client. Donc du coup voilà, beaucoup de tests, et quand on le peut, ça c'est un aspect que je vais aborder aussi, mais pas autant que les autres, c'est les design patterns. Les design patterns, voilà, on en a tous entendu parler, on en fait tous, des fois même sans rendre compte, même sans savoir que c'est un design pattern. Et pourquoi je vais moins m'y attarder que les autres sujets, c'est que les design patterns, c'est souvent pré-mâché par les technos qu'on utilise. Maintenant, quand on fait, enfin en tout cas côté back, quand on utilise un framework assez robuste, entre guillemets, il nous oblige à utiliser les design patterns. Je sais pas, par exemple, je sais que côté front sur Angular, on a l'injection de dépendance, on a code sur React, on a la factory, enfin le design pattern de factory. Côté back, on utilise beaucoup les singletons pour les connexions à divers services tierces. Enfin bref, on utilise tous des design patterns, donc mais vu que les technologies mâchent pas mal le boulot, je vais moins parler de cette section-là. Voilà, donc le craftsmanship, c'est l'approche artisanale du code, la volonté collective, à moins qu'on soit seul dans son équipe, donc ce qui n'est pas du coup une équipe, mais c'est la volonté collective de s'arrêter sur des principes, de se dire on va utiliser ce style, et on va construire autour de ça en donnant le meilleur, en donnant, c'est-à-dire en étant dans la volonté d'être satisfait à la fin, de faire du code beau, quoi, de faire quelque chose dont on est un peu fier, vraiment comme un artisan qui termine son meuble, par exemple. Ben il donne sa petite touche, il donne quelque chose de personnel dans son code, et c'est ça qui pour moi fait sens, et qui donne la différence entre le craftsmanship et le clean code, même si le clean code fait partie du craftsmanship, mais le clean code est un peu plus froid, là où craftsmanship par nécessité, pour moi, il doit être un peu personnel et un peu créatif, quoi. Donc ça, c'est pour la petite intro. Est-ce que voilà, ok. Donc du coup, je vais parler du clean code en premier. Donc les clean code, je pense que beaucoup de gens connaissent, surtout comment dire, les devs qui ont un parcours un peu plus classique. Moi, ça c'est vrai que je l'ai pas dit pendant la présentation, mais moi je viens d'un bootcamp. J'ai fait Simplon justement il y a 7 ans. Donc j'ai pas un parcours classique
d'ingénieur. Donc les références au clean code, je les ai appris un petit peu de moi-même en ayant cherché les infos de mon côté. Et du coup, comment dire, le clean code vient du livre de Robert Martin, Clean Code, et c'est un ensemble de principes qui vise à optimiser la lecture, la compréhension et la maintenabilité du code. Donc, pour moi, c'est directement lié au craftsmanship, mais c'est l'approche un peu plus théorique. C'est l'approche vraiment un peu plus froide, qui est quand même sujet à discussion, mais c'est ce qui fait le corps du craftsmanship à mon avis. Le clean code en tant que mot-clé, c'est assez clivant dans le monde du dev. Il y a les sceptiques, il y a les partisans absolus du clean code, et je pense que le sweet spot, il est au milieu. Il est vraiment OK, on fait du clean code, mais on a des conditions, que ce soit en termes de besoins du client ou de la configuration de l'équipe, etc., qui font que on ne peut pas appliquer le clean code à la lettre. Parce que le livre est un peu écrit comme les 10 commandements, hein. Et Martin, dans Clean Architecture et Clean Coder, c'est la même chose. Quand il écrit des bouquins, c'est un petit peu, faut faire comme ça. Si on fait pas comme ça, c'est pas bien. En vérité, je pense que avec le temps qui a passé, c'est raisonnable de prendre ce qu'il y a à prendre côté clean code et d'en faire quelque chose qui est adapté à nos besoins. Donc, le clean code en premier, on va parler de refactoring et de lisibilité. Donc là, j'ai pris un petit exemple qui est, je pense, assez parlant. Là, on a une version d'un code TypeScript qui fonctionne très bien, mais qui est illisible. C'est-à-dire que là, je retire les commentaires. On ne comprend pas au premier coup d'œil ce que fait la fonction. Il faut vraiment la lire et l'interpréter. Là où l'idée dans le clean code, c'est d'avoir des noms de variables, des noms de fonctions et une complexité proche de 0 et des noms de variables et de fonctions lisibles, pas forcément trop longues, mais suffisamment pour que le nom soit explicite et qu'il comment dire, qu'il fasse comprendre au développeur qui reprend le code ce que ça fait, sans se poser 20 000 questions. Et même pour les code reviews aussi, c'est vachement bien. Donc là, on a une version refactorée de la même fonction d'avant. Sauf que celle-ci, on n'a pas besoin de commentaires, on n'a pas besoin de lire l'implémentation de la fonction. On comprend tout de suite ce que ça fait. Aussi, on utilise un reduce, c'est-à-dire que chaque langage a ses librairies, a ses méthodes qui nous permettent de réduire la complexité, à moins qu'on soit dans un langage très bas niveau. Mais on va dire que dans le développement web, c'est pas les langages qu'on utilise. Donc en JavaScript, en Java, etc. Bref, on a des méthodes qui nous permettent de réduire la complexité du code. Donc là, pour revenir sur le for, on a un for qui marche très bien, mais en fait, on a un reduce qui nous fait la même chose et qui nous donne en plus, avec des arguments nommés comme ça, une lisibilité, mais voilà, qui n'a rien à voir. Donc, ça, c'est, je pense, c'est le premier sujet du clean code, c'est de rendre son code lisible et compréhensible et de réduire la complexité au maximum, tout en naturellement, si on a des besoins de performance, c'est rarement le cas en vérité, hein, maintenant, les sujets de performance sont toujours là, mais c'est quand même pas une
une priorité absolue, en tout cas personnellement, chez tous les clients pour qui j'ai travaillé, etc. La performance était là, mais c'était pas le sujet central. Donc, et puis c'est rarement en changeant enfin, comment dire, réduire la complexité va pas forcément toucher non plus la performance. Mais en tout cas, il faut quand même l'avoir en tête, histoire d'avoir du code lisible, ok, mais de pas rendre le code moins bon au niveau performance. Donc voilà. J'ai eu donc toujours sur le refactoring, là chez mon client actuel, je suis arrivé sur un projet. Je pense que c'est arrivé pas mal au dev front. Je suis arrivé sur un projet avec un code front développé par des développeurs plutôt orientés back-end qui n'avaient pas forcément d'expérience sur les frameworks front. Donc c'est ok, c'est compréhensible, mais du coup, on peut assister à ce genre de cas où en fait on a alors pour les gens qui connaissent pas React, je vais expliquer très rapidement de quoi parle ce code. Ce code, c'est une navbar qui prend des navItems en argument, donc les éléments du menu qu'on retrouve en haut, et qui programmatiquement les font apparaître. Et donc du coup, son utilisation, tout en bas, la navbar, elle prend les navItems et elle map dessus et elle fait apparaître un composant à chaque fois. Donc le problème de ça, c'est que c'est pas ça va être difficilement adaptable. On va par rapport au changement fonctionnel, c'est-à-dire que si au niveau fonctionnel, au niveau du produit, on vous dit en fait la navbar elle va prendre ça en plus, ou elle va le prendre ça en moins, ou alors dans ta liste de navItem on a une drop-down plutôt que juste un lien, et en fait ce code-là il va être sujet à modification. On va devoir changer toute l'implémentation. Si on veut un navItem, ensuite une drop-down, ensuite un autre navItem, et en fait toute l'implémentation elle part à la poubelle. On est obligé de la recommencer au début. Donc c'est pratique, on a juste à mettre nos navItem en entrée et ça fait tout seul, mais en vérité c'est pas ok. C'est pas ça aussi, c'est un truc qui est important, je pense, dans le clean code et le craftsmanship, c'est laisser toujours une place à l'hypothétique. Il faut pas être trop à long terme pour pas complexifier trop son code dès le début, mais il faut pouvoir quand même penser à, si j'ai une modification côté produit, il faut quand même que je puisse l'envisager dans le code et préparer un peu le terrain pour éviter le legacy, parce que là en fait on arrive à une première implémentation qui est déjà du legacy, qui est déjà une implémentation qu'on va devoir se traîner. Donc il faut laisser une place à l'hypothétique, même si on n'est pas confronté aux besoins tout de suite. Il faut pouvoir voilà, envisager un changement. Donc on passe sur ce genre de refacto qui déjà comporte moins de lignes, qui utilise, ça aussi c'est très important, qui utilise la logique que le framework nous met à notre disposition. Donc encore une fois, pour les gens qui connaissent pas React, children c'est une propriété implicite de tous les composants. Et en fait, ça équivaut à tout ce qui est passé en enfant de mon composant. Donc là, sur ce code précis, tout ce qui est à l'intérieur des balises navbar, c'est children. Et donc là, on a un exemple de code qui n'a pas de logique.
Il n'y a pas de map, il n'y a pas de if, de boucle, de quoi que ce soit. Tout est déclaratif. Et par conséquent, ce que ça donne, c'est que s'il y a le moindre changement côté produit, on retire enfin, on change juste l'ordre des children, on rajoute un children, on enlève enfin, on rajoute un child, on enlève un child. C'est bulletproof à ce niveau-là. Le mauvais côté, qui n'en est pas vraiment un, c'est que si je veux remettre ma navbar quelque part, je vais devoir copier-coller ma navbar et remettre des nav items, les mêmes nav items et la même structure, plutôt que juste passer des nav items en arguments sur lesquels on map. Mais en vérité, c'est pas une reproduction de logique, c'est juste une reproduction déclarative. Donc c'est ok. C'est pas grave enfin, voilà, dans un langage déclaratif, de toute manière, on reproduit énormément. Ce qui est important, c'est de pas de reproduire la logique, parce que, en fait, c'est réinventer la roue à chaque fois, de reproduire la logique. Donc là, on a quelque chose de beaucoup plus simple, de plus compréhensible, de lisible en one-shot. Donc, je remets celui d'avant. Parce que dans celui d'avant, on a un map, on a un if, enfin en tout cas on a une condition, etc. On a quelque chose d'assez complexe qui veut tout gérer, en fait, qui est une grande machinerie pour pas grand chose. Là, on a refacturé le code, ça donne la même chose, le résultat est le même, mais il s'adapte au cas où s'il y a un changement côté produit, bah c'est ok, quoi. Donc ça, c'est pour le refactoring. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein. Voilà. Je vais passer au design pattern rapidement. Mais pour conclure sur le refactoring, je pense que ce qui est important, c'est et d'ailleurs, c'est là où les aspects sont liés entre eux, c'est que naturellement, il faut refacto, et il faut s'engager dans un refactoring quand on sait que le résultat de l'implémentation ne change pas. Et c'est là où les tests interviennent, j'en parlerai après. Mais c'est là où un test qui couvre une fonctionnalité, et bah, si on refactor la fonctionnalité mais que le test est toujours vert, c'est qu'on a bien refactoré notre fonctionnalité. On a changé son implémentation, mais en gardant le même résultat. Là, dans le cadre du DevFront, c'est plus des tests d'intégration ou des tests de bout en bout qui nous permettent d'aller chercher dans le navigateur, mais c'est pareil côté back. Il faut que notre implémentation puisse changer, mais que le résultat, l'output de toute cette implémentation, il reste le même. Donc il y a ça, il y a le nommage des variables. Je reviens rapidement sur le calculate sum. On a quelque chose qui n'est pas forcément trop long. Alors effectivement, il peut y avoir des fonctions qui ont des noms encore plus longs que celui-ci, mais c'est juste super important d'avoir vraiment le rôle de la fonction expliqué par son nom, parce que des fois on se retrouve, voilà, on reprend une base de code, ou même on a soi-même codé ça, mais on revient quelques temps plus tard parce qu'on a une modif à faire dessus, et en fait on sait plus ce qu'on a fait. On sait plus ce qu'on a fait, et il faut toujours avoir la possibilité de pouvoir lire tout ça en one shot. D'ailleurs, j'en profite pour intervenir sur les commentaires. Les commentaires, là c'était vraiment parce que c'était une slide, j'ai mis des commentaires. Mais ce que le clean code dit en gros, c'est que les commentaires, ils doivent servir à expliquer le pourquoi et pas le comment. Parce que si le commentaire, il explique le comment, c'est que les variables est mal nommée. C'est que la fonction est mal nommée.
c'est que le code, il a du mal il s'exprime pas comme il faut. Ça sonne comme un commandement, mais voilà, exactement. Le meilleur commentaire, c'est celui qu'on n'écrit pas. C'est celui qui simplement, voilà, s'il y a un besoin produit et qu'on fait du code en fonction de ce besoin produit et qu'on a besoin de mettre un commentaire pour expliquer le pourquoi de ce code-là à un moment T, ça peut faire sens. Mais voilà, ce commentaire fonction pour calculer la somme de tous les nombres d'un tableau, c'est l'enfer. Ça veut dire qu'on a mal fait quelque chose. On a tout ce qu'il faut pour que le code s'explique par lui-même. Donc il faut saisir cette opportunité. Tac. Je parle pas forcément des TSDoc et des JSDoc qui peuvent aider. Donc les TSDoc, là j'ai pas d'exemple à vous montrer comme ça, mais les TSDoc, c'est ce qu'on voit souvent dans le code source des librairies. C'est le code qui permet à votre IDE un petit peu de se repérer. Quand on met en surbrillance une fonction, on voit un petit texte qui apparaît avec des explications, des arguments de pourquoi, etc. Donc ça prend la forme de commentaires dans l'IDE, mais c'est différent parce que là, on est plus sur une feature inter-contexte qui voilà, vraiment, on propose une librairie, on veut que le développeur qui utilise notre librairie puisse savoir, en mettant son curseur sur la fonction, il puisse savoir comment fonctionne la fonction sans avoir besoin d'aller dans le code source et l'implémentation, même si la doc, entre guillemets, devrait faire le boulot, hein, mais des fois, on a des librairies qui ont une doc assez réduite. Et un TSDoc ou un JSDoc, donc les paramètres qui sont les commentaires au-dessus de la fonction ou de la variable ou de la classe, ça compte pas vraiment dans ces commentaires qui doivent expliquer le comment et le pourquoi, c'est encore autre chose. Tac. Donc les design patterns. Donc les design patterns, comme je disais en introduction, on en fait tous, des fois sans le savoir. Je pense que c'est un bon mot-clé aussi qui se vend bien, notamment sur LinkedIn. Je pense que les 10 design patterns à connaître absolument. Voilà, c'est un mot-clé qui vend pas mal. Mais en vérité, je pense qu'au jour le jour, on s'en préoccupe pas tellement, à moins qu'on ait des grosses, des gros besoins, des situations complexes avec comment dire, un besoin particulier. Et encore non, parce que les design patterns sont censés être utilisés dans des problèmes récurrents. Donc non. Mais en gros, je pense que c'est des solutions qu'on utilise sans vraiment s'en rendre compte, ou en tout cas qui font partie intégrante de notre workflow, qui font partie intégrante de toutes les librairies qu'on utilise. Je pense beaucoup à Angular et à Spring parce que et à Nest.js côté JavaScript, parce que c'est des frameworks qui sont très orientés justement design pattern et qui sont très opinionated. Donc là on les voit vraiment en action, les design patterns, mais en vérité la plupart, c'est les librairies qu'on utilise qui le font pour nous. Donc c'est pour ça que je veux pas m'y attarder techniquement énormément. Donc là, j'ai pris un exemple de design pattern de Singleton. Plutôt, enfin, je pense que c'est le design pattern le plus répandu. Et il remplit le besoin d'instance unique dans le cadre, par exemple, d'une connexion à un service, d'une connexion à une database ou d'une connexion à
à une WebSocket, où on a besoin que notre database, que notre code se connecte à la base une seule fois absolument, pour éviter les 10 connexions en cours à la database, simplement parce que notre API est organisée de sorte à ce qu'elle fait des connexions pour aller chercher des users ou n'importe quel modèle. Et en fait, à chaque fois qu'on va aller chercher ces users, ces autres modèles, on a une nouvelle connexion à la base qui se fait, qui est en parallèle de celles qui ont déjà été faites auparavant. Donc le singleton, il répond à ce besoin-là. Il répond au besoin d'avoir une connexion unique à une base de données. Et encore une fois, dans des frameworks solides comme Nest ou comme Adonis.js aussi, côté JavaScript, côté back, on a en vérité des frameworks qui le font pour nous. Donc, je pense que ça a plus de sens de connaître ça en JavaScript parce que les frameworks, justement, vraiment cadrés, ils sont moins répandus. Donc, quand on fait une petite API Express ou peu importe, ça peut avoir du sens de vraiment faire implémenter notre design pattern pour qu'on évite justement le problème auquel il répond. Mais sinon, je pense que en vérité, à part ce cas d'usage-là, voilà. Il y a non, avant le testing, il y a aussi un autre design pattern que j'ai pas fait de slide pour celui-ci, mais qui est assez répandu, c'est la factory. La factory, c'est le design pattern qui nous permet de créer des éléments. Alors, originellement, de créer des sous-classes simplement en passant des paramètres précis et qui nous génèrent toute une classe, toute une sous-classe ensuite. C'est utilisé côté UI avec des méthodes comme createElement par React qui nous permettent de créer un élément HTML avec simplement on paramètre le nom du tag div li n'importe quoi. Et donc on utilise la factory. Alors du coup, les développeurs React n'utilisent pas la factory parce que createElement c'est de l'API d'avant. On n'utilise plus ça maintenant. On utilise le JSX qui nous factorise tout ça tout seul. Mais en tout cas, ça répond à ce genre de besoin. Ça peut être le cas aussi côté back pour créer des classes, des sous-classes modèles. On veut créer un utilisateur. On va avec notre factory instancier un nouvel utilisateur, lui passer les paramètres, son username, son email, etc. Et on va le sauvegarder en base de données. Donc là, on va utiliser le design pattern de factory. Il y a d'autres design patterns comme l'observer, notamment RxJS l'utilise, les event emitters côté back aussi. C'est ce design pattern qui nous permet de notifier toutes les parties qui en subscribe à notre sujet, les notifier d'un changement dans ce sujet. Donc RxJS avec les observables, Redux aussi d'une certaine manière côté front, et la plupart des librairies et des frameworks de state machine côté back, ils font ce genre de choses. Les WebSockets aussi, d'une certaine manière, même si c'est un cas légèrement différent parce que là c'est une connexion client-serveur, mais on a cette notification de messages, donc on retrouve ce design pattern là. Donc ça c'est pour les design patterns. J'en parlerai plus à la fin par rapport à l'application côté client. Quand je dis l'application côté client, je veux aussi dire nous en tant que freelance, enfin en tout cas la plupart, je crois qu'on est la plupart voire tous freelance ici, mais en tout cas je pense que c'est encore une fois un bon mot-clé qu'il faut pouvoir
Alors naturellement, pas vendre comme ça sans fondement, mais c'est important de pouvoir communiquer là-dessus. Le testing. Donc le testing, je pense que c'est pour revenir justement là-dessus, pour revenir sur la partie commerciale qu'on a nous les développeurs freelance, c'est un peu l'arme ultime. Le testing, c'est comment dire? C'est pouvoir, en tout cas là je parle de testing automatisé naturellement, c'est pouvoir montrer, alors dans un premier temps, pouvoir nous montrer à nous que notre implémentation elle produit les résultats escomptés. À 3 niveaux. Au niveau unitaire, donc le test d'une fonction, le test, enfin d'une fonction, oui si d'une fonction qui a un rôle bien précis, en tout cas le test d'un code dans sa version la plus atomique. Donc ça c'est le test unitaire. Le test d'intégration qui à mon avis prend plus de sens maintenant, c'est ce test qui va couvrir une fonctionnalité, ou en tout cas l'interaction de plusieurs bouts de code entre eux, qui en général donne une fonctionnalité. Et c'est du coup un test qui va vérifier par exemple que mon client a fait une requête sur ce endpoint, et bah je vérifie ce endpoint, il est censé aller chercher des utilisateurs en base, et bah je vais m'assurer que ma méthode de mon ORM, elle a bien été appelée avec les bons arguments que l'utilisateur il a rentré quand il a fait sa requête get. Voilà, s'assurer que j'allais dire de bout en bout, mais en fait du bout de ma fonctionnalité, du début de ma fonctionnalité à la fin de ma fonctionnalité, que tout se passe bien, que l'input et l'output de ma fonctionnalité, tout soit OK. Et ensuite viennent les tests de bout en bout qui, là, sont les tests les plus gourmands en ressources, mais sont les tests les plus proches de la réalité. Ce sont les tests qui nous permettent de tester une fonctionnalité dans son ensemble, sans mock, sans fausse... alors, on a en général une base de données et une interface conçue exprès pour le testing, mais en tout cas qui va tester avec des vraies requêtes, qui va tester avec des vrais la véritable implémentation de notre code, plutôt que... Oui, parce qu'en fait, test d'intégration, on va moquer la base, on va pas faire un vrai appel en base pour savoir si ça a fonctionné, on va moquer notre base, mais ce qu'on veut vérifier avec un test d'intégration, c'est que la méthode qui est appelée ait bien été appelée justement, et qui retourne le bon résultat. Donc, j'ai pas pris de slide de test unitaire parce que le test unitaire, je pense que tout le monde voit ce que c'est, et ça va être le test vraiment de notre code dans sa version la plus basique, la plus réduite. On peut dire qu'un test unitaire, il va concerner justement toutes les parties qui constituent une fonctionnalité, là où le test d'intégration va tester la fonctionnalité, donc tout ce qui est à l'intérieur. Donc le test d'intégration, il fait aussi, il prend, à mon sens, un peu le boulot du test unitaire certaines fois, parce qu'il va tester un ensemble. C'est pour ça qu'aussi le test d'intégration est utile pour les refactoring, parce que pendant un refactoring, on va modifier notre implémentation, voilà. Mais si le test d'intégration, suite à ce refacto, il passe toujours, il est toujours vert, ça veut dire que notre refacto est concluant. Et voilà, là où le test unitaire, le refacto, si on refacto une fonction et qu'on
je sais pas, on la change légèrement en changeant ses paramètres, les paramètres d'une fonction par exemple, en rajoutant un ou en enlevant un, le test unitaire il va plus passer. Mais le test d'intégration, vu que c'est l'output qui compte, le test d'intégration il va bien nous servir pour le refacto de features. Donc là on a un exemple de test d'intégration assez simple qui prend exemple sur ce que je vous disais juste avant. C'est un utilisateur qui a fait une requête get sur un endpoint user, et en fait notre test il va vérifier que ce qui est retourné à l'utilisateur, c'est bien le résultat donc qui a été moqué au niveau du getUserById. On veut que la réponse, dans le body de la réponse, on veut que ça soit équivalent à ce qui a été moqué. Donc là, en fait, ce que ça cache, et ce que ça couvre plutôt, ce test, c'est que ça va couvrir le endpoint, tout ce qu'il y a à l'intérieur, si on a quelque chose de plus complexe, je sais pas, on peut avoir justement, pour revenir rapidement sur les design patterns, on peut avoir un adapteur qui modifie légèrement la structure d'un objet pour qu'il puisse être consommé côté client, voilà, en fonction du besoin, etc. Enfin bref, toutes les couches qui sont dans le endpoint, ils sont couverts dans ce test d'intégration, parce que le test d'intégration, il va aller au début de la feature, c'est-à-dire la requête get de l'utilisateur, jusqu'au bout, c'est-à-dire la récupération de la donnée en base. Donc ça a énormément de plus-value parce que en fait, en un seul cas de test, on couvre l'input et l'output de toute une fonctionnalité. Parce qu'en vérité, c'est ce qui compte. En vérité, ce qui compte, alors que c'est naturellement que notre code soit propre, lisible et compréhensible, mais que la feature, elle fonctionne. Ça, c'est voilà. Et le test d'intégration, il va plutôt vérifier ça. Il va vérifier que la feature, elle fonctionne. Donc, voilà, les deux autres exemples qu'il y a en dessous, c'est la même chose, mais qui présentent d'autres cas. Ce qu'on avait tendance à dire quand j'étais chez JS République, là, il y a longtemps, c'est que, et en fait, c'est un peu ce qui est dit au niveau du testing un peu partout, c'est que en général, on va tester d'abord le comportement de notre fonctionnalité quand ça ne fonctionne pas, donc les bad cases, et ensuite on va tester les good cases, parce qu'effectivement, il y a une marge, il y a un potentiel que notre code soit un faux positif, que notre test soit un faux positif, donc ils nous disent que tout fonctionne bien, alors qu'en vérité, ça fonctionne pas vraiment, c'est juste que le test est fait de sorte à ce que en fait, il teste pas grand-chose. Donc ça, c'est possible. Donc il faut faire attention à ça, il faut tester les cas où ça ne marche pas. Tester les cas où ça ne marche pas, ça nous permet effectivement de s'assurer qu'on n'a pas affaire à un faux positif dans nos résultats de test. Et ça nous permet aussi, dans le cas échéant, si on a un comportement particulier de notre fonctionnalité au cas où ça marche pas, je sais pas, une redirection justement d'utilisateur sur une page 404, dans le cas où il est rentré, il a fait une requête sur une page inexistante. Donc ça implique un comportement particulier de l'application. Et ben il faut pouvoir s'assurer que ça rentre enfin que tout rentre dans l'ordre. 500 pareil. Voilà, ça nous sert aussi à prévoir. Moi, ce que je pense que, comme beaucoup, j'ai eu du mal à me mettre au test, à aimer ça, parce que c'est pas quelque chose qui rajoute déjà de la valeur au niveau du produit directement. Et pourtant, c'est quelque chose qui des fois prend autant de temps, voire plus, que l'implémentation en elle-même.
Mais au fur et à mesure, j'ai compris que les tests, ils avaient un autre rôle aussi. Les tests, ils ont le rôle, ils ont ce rôle comment, d'aide à la compréhension pour le développeur qui implémente sa feature. Écrire un test, ça nous permet de connaître notre code en profondeur, parce que on va mettre tout en place dans ce test pour tester l'implémentation. Et cette mise en place, elle va nous obliger mentalement à comprendre comment tout fonctionne. Et surtout au niveau des tests unitaires, aussi pas mal au niveau des tests d'intégration, et c'est un peu moins vrai au niveau des tests de bout en bout, parce que les tests bout en bout, on est sur quelque chose de plus graphique. Mais en tout cas, au niveau des tests unitaires et tests d'intégration, faire des tests, il n'y a rien de mieux pour comprendre l'implémentation des différentes features du code, parce que ça nous oblige des fois à moquer des librairies tierces, et donc à comprendre ce que la librairie tierce est censée nous envoyer, parce que vu qu'on est censé moquer les résultats de cette librairie, on va vraiment comprendre la structure de la réponse. On va comprendre comment, pour tester que telle fonction a été appelée, etc., etc. On va aussi vraiment comprendre l'intégralité de l'implémentation. Et ça, pour moi, c'est super important, parce que on en revient un petit peu à la lisibilité, à la compréhension. C'est une autre manière de lire et de comprendre le code, c'est de créer les tests qui testent le code. Et c'est pour ça que j'ai appris à aimer les tests beaucoup, au-delà de ce qu'ils apportent directement, c'est-à-dire l'assurance que le code fonctionne. Là, on a un exemple de test end-to-end, et donc, comme je vous disais, c'est beaucoup plus graphique, parce que là, on va pas s'occuper de moquer quoi que ce soit. Le test end-to-end, on va se placer en tant qu'utilisateur et visiter une page, faire une requête, etc., etc., et s'assurer que certains éléments, c'est-à-dire que la partie graphique se comporte comme attendu. Ce que ça veut dire, c'est que ce test de bout en bout, il couvre encore plus de cas que le test d'intégration. Il va couvrir toute l'API, il va couvrir du clic de l'utilisateur jusqu'à l'envoi de la requête, jusqu'à l'API, jusqu'à la récupération en base de données, etc. Et en plus de ça, avec des parties qui ne sont pas moquées. On fait une vraie requête. Donc en général, on a un environnement de test dédié, hein, naturellement. On va pas faire ça sur le staging ou la prod, mais on a un environnement de test qui est déployé, et on s'assure que en cliquant sur l'élément dans l'interface, tout le parcours jusqu'à la base de données, jusqu'au retour à l'interface, tout fonctionne correctement. C'est pour ça aussi que je disais que c'est les tests qui coûtent le plus en ressources et qui sont du coup le moins souvent implémentés, à moins qu'on soit chez un client qui est une équipe QA dédiée, etc. C'est rare que, en tout cas dans une petite ou moyenne équipe, on n'a pas forcément les ressources pour déployer différents environnements de test, les intégrer à une CI pour que les tests, justement, que ces tests de bout en bout, ils soient exécutés en CI. Ça veut dire qu'il faut des bonnes machines côté CI pour faire tourner les tests d'intégration, etc. Enfin bref, il y a des aspects qu'il faut prendre en compte quand on fait des tests de bout en bout, parce que c'est pas aussi gratuit que les tests unitaires ou les tests d'intégration.
Mais par contre, la plus-value, elle est incroyable parce que on teste, c'est là où on est le plus proche de l'utilisateur, donc c'est le test qui se rapproche le plus d'un cas réel. Et souvent même avec des librairies comme celle qui est utilisée là, Cypress, on a même une version graphique du test, c'est-à-dire que on va avoir un navigateur qui va s'ouvrir quand on va lancer les tests, qui va cliquer au bon endroit et qui va même des fois déplacer un curseur comme si c'était un vrai utilisateur. Donc ce que ça veut dire, c'est que on montre ça au client, ou en tout cas on montre ça côté produit, ça vaut de l'or, parce que en fait il n'a pas besoin de lire du code pour comprendre ce qui se passe, et il voit que tout fonctionne correctement. Enfin bref, ça a beaucoup de valeur. Donc et même avec des technos comme Cucumber, qui nous permettent de faire du BDD, ça nous permet justement à ces gens dans l'équipe qui comment dire, ne codent pas, de pouvoir quand même décider des tests à faire de bout en bout. Donc ça a vraiment beaucoup de valeur, mais ça demande pas mal de temps et de ressources, etc. Donc ça convient pas à toutes les configurations d'équipe. Donc je pense que personnellement, ce qui a le plus de valeur, enfin ce qui est le plus de valeur, non. Ce qui est le plus répandu, c'est les tests d'intégration, parce que on se rapproche des tests de bout en bout, parce qu'on va tester une fonctionnalité, on va tester un input et un output, mais vu qu'on moque, on va pas avoir besoin d'un véritable environnement dédié avec une base de données, une interface dédiée, etc. On est déjà à la conclusion. Ça, c'est les différents aspects du craftsmanship. J'insiste sur le fait que il faut vraiment voir ça plus comme un état d'esprit / une philosophie que les 10 commandements à suivre absolument, et si on les suit pas, on n'est pas un bon dev. Je pense que il y a rien de plus faux que ça, mais c'est plutôt un état d'esprit, c'est la volonté de s'assurer que déjà en fait c'est mettre la barre un peu plus haut, y apporter sa touche, enfin la touche collective, c'est-à-dire le craftsmanship, on va l'appliquer après discussion. C'est pas quelque chose que chacun va faire dans son coin. Et comment dire, c'est pas quelque chose que chacun va faire dans son coin, etc. Parce qu'en vérité, non, faut que le craftsmanship, il s'applique en équipe, après discussion, après l'établissement, si possible, si l'équipe est suffisamment fournie en développeurs, l'établissement d'un style guide. Je dis des bêtises, mais par exemple en JS, on est confronté à des questions vraiment inutiles, mais est-ce qu'on met des points-virgules ou est-ce qu'on met pas des points-virgules? Est-ce qu'on utilise des lambdas ou on fait des classes? Bref, ça fait partie du style, c'est-à-dire que le code va pas mieux marcher d'un côté ou de l'autre, mais si tout le monde peut avoir le même style, en fait, ça contribue à la compréhension. Parce que nous, on s'en rend peut-être pas compte parce qu'on est toute la journée dessus, mais avoir des implémentations qui se ressemblent entre elles, ça nous permet mentalement de rebondir plus facilement dessus. Et avoir une fonctionnalité implémentée d'une façon A qui marche très bien, et avoir une autre fonctionnalité implémentée d'une façon B qui marche très bien aussi, mais complètement différente, ça aide pas à la compréhension. Parce que même si les deux fonctionnent, on a besoin d'avoir quelque chose de commun, de discuter, d'entendu par toute l'équipe. Je vais du coup parler, en fait là j'ai mis la slide conclusion, mais en vérité je vais parler plus du côté commercial et du côté client.
Le craftsmanship, c'est un keyword, c'est un mot-clé qui a un fond. Moi, j'y tiens beaucoup et c'est ce qui fait aussi aimer mon travail. J'aime justement avoir ces principes-là, avoir l'envie de faire les choses avec je sais pas, une certaine finesse, quoi, avec avoir une certaine impulsion dans le code, pas donner du code à la va-vite. Et alors oui, ça fonctionne, etc., mais avoir quelque chose d'artisanal, quoi. Vraiment, je trouve que le mot est bien plus parlant en français qu'en anglais, finalement. En tout cas pour nous, les francophones. Mais avoir quelque chose d'artisanal qui est fait avec, je sais pas, une certaine, j'ai envie de dire presque une certaine émotion. Et du coup, c'est donc un mot-clé aussi, dont qui n'est pas connu que des développeurs, qui est connu aussi par le client. Et en fait, ça sert aussi de comment dire, ça sert aussi aux clients quand ils cherchent à constituer une équipe. Ça, les mots-clés, ça sert à ça aussi. C'est un peu comme les styles de musique dans Spotify, ça rassemble les genres de musique, rock, rap, etc. Enfin bref, c'est un mot-clé qui fait que on sait tout de suite à quoi s'attendre. Et le craftsmanship, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que il faut pouvoir s'en servir pour communiquer avec le client et lui dire moi je suis dans cette approche-là. Voilà, c'est une manière aussi de pouvoir vendre ses compétences. Pas que ceux qui n'utilisent pas ne sont pas compétents, mais c'est un argument de vente. Le clean code aussi. Le testing aussi. Le testing, je pense, comme je disais tout à l'heure, que c'est vraiment là, je parle vraiment de la forme, pas du fond, parce que dans la forme, le testing, vraiment, c'est un langage parlé par les clients aussi. Et en plus, comme je le disais tout à l'heure, vu qu'il y a Cucumber qui existe et le BDD en général qui existe, le testing peut même être utilisé par des gens qui ne sont pas devs. Donc je pense que c'est une corde à avoir à son arc, absolument. Pour l'application de tout ça côté client, il faut vraiment retirer toute radicalité de tous ces aspects du craftsmanship. Il faut enfin moi en tout cas je l'ai appris avec l'expérience, c'est que faire du clean code pour du clean code, faire des tests pour des tests ou design pattern pour des design patterns, ça n'a aucun sens. Il faut pouvoir adapter tout ça à l'équipe. Il faut pouvoir répondre aux besoins de temporels, j'ai envie de dire. Naturellement, il faut aussi, c'est aussi à ça que ça sert, c'est que il faut pouvoir communiquer avec les parties prenantes et leur dire on est dans cette approche-là, donc la feature elle va pas sortir demain, parce que si on veut assurer une certaine qualité, et c'est là qu'on va se servir des mots-clés qui vont bien, mais il faut pouvoir aussi s'en servir comme ça, donc dans la forme, pouvoir communiquer avec le client le pourquoi de la feature elle sort pas en un jour, c'est parce qu'en fait on y apporte notre approche artisanale. Le code est clean, donc par conséquent il laisse de la place à l'hypothétique, et s'il laisse de la place à l'hypothétique, il demande plus de constitution, donc plus de temps. Et le testing, comme je disais tout à l'heure, ça peut prendre autant, voire plus de temps que l'implémentation en elle-même. Donc c'est vraiment, quand je parle de l'application chez le client, c'est aussi ça, c'est la forme. C'est pouvoir communiquer avec le client sur ces aspects-là, parce que
tous les clients vont vouloir que tout le monde fasse du craft matching, du testing, que tout soit testé à 100%, mais que la feature elle sorte en 2-3 jours. J'exagère naturellement en 2-3 jours, mais ça arrive souvent que on ait des besoins, des exigences en termes temporels, mais que en vérité le client veut aussi de la qualité. Donc il y a vraiment une communication à avoir là-dessus. C'est pour ça qu'il faut vraiment utiliser ces mots-clés-là pour bien communiquer, parce que c'est des mots-clés qui sont connus aussi par les clients. Donc c'est important. Qu'est-ce que je pouvais rajouter à cette partie-là? Ouais, pour juste terminer sur l'application côté avec le client, le clean code pour cet aspect du craftsmanship, il va avoir beaucoup moins d'impact si on est seul dans l'équipe, parce que quand on est seul dans l'équipe, on n'a pas forcément les ressources nécessaires pour déjà, ça voudrait dire qu'il faudrait établir un style guide tout seul. Et voilà, quand on est tout seul, le style guide, voilà. Après, peut-être pour communiquer à ceux qui arrivent ensuite, mais de manière générale, quand on est tout seul ou quand l'équipe est très réduite, ça a moins de sens. Enfin, ça a moins de sens. Faut l'adapter. Je vais conclure là-dessus pour la partie pour cette partie-là. Il faut s'adapter, retirer la radicalité à toutes ces approches qui, quand elles sont sorties comme des commandements à faire sans réfléchir. Il faut absolument pouvoir adapter ça à son client, à la configuration de l'équipe, aux besoins temporels, etc. J'ai mis pas mal de ressources, beaucoup de lectures, des articles et des blogs sympas. Au niveau du testing, j'ai mis des outils, même si voilà, j'ai mis pas mal d'outils JS parce que c'est le langage qui me concerne, mais il y a d'autres outils, voilà. Je te dis Louis, du coup. Hello, oui, merci beaucoup, Michael. Donc, effectivement, on pourra vous envoyer les slides, comme ça vous pourrez avoir les ressources plus facilement. Là, on a encore quelques temps pour répondre à quelques questions. On a d'ailleurs la question d'Anthony que je vais afficher à l'écran. Alors, est-ce que tu penses que le craftsmanship est compatible avec une approche lean du produit? Alors, je pense que oui. Je pense que le craftsmanship, en tant que philosophie, il est compatible avec un peu toutes les approches. Pourquoi? Parce que en fait, là où le craftsmanship est pas compatible en vérité, c'est quand on a juste la volonté de sortir une feature dans la seconde sans se préoccuper de la qualité. Mais dès lors qu'on veut sortir un produit, alors effectivement en ligne, mais avec quand même cette approche artisanale, pour moi c'est pas incompatible. Parce que faut naturellement adapter. Est-ce que le craftsmanship est compatible avec l'approche si on parle du craftsmanship, vraiment les 10 commandements? Non, je pense pas. Je pense pas, parce que les 10 commandements du craftsmanship, comme le clean code original, etc., je pense qu'il s'adapte à pas beaucoup d'approches en vérité. Il est même un peu fantasque, parce que les besoins du produit et du client, souvent elles vont rentrer en conflit avec l'approche originale de ça. Donc, mais si on adapte ça aux besoins, tout en restant dans la compromission, faut pas non plus
enfin voilà, faut pas le dénaturer, le craftsmanship. Mais si on s'adapte et qu'on fait ça avec du bon sens et avec intelligence, je pense que oui, il n'y a pas de problème. Parfait. Merci pour ta réponse. Et je crois qu'il y a une autre question qui arrive d'Antoine. Je l'affiche à l'écran. Comme le faisait remarquer Anthony, le meilleur commentaire est celui qu'on n'écrit pas. J'ai aussi eu cette approche dans mon expérience précédente, mais durant mes derniers entretiens, cela ne fait clairement pas l'unanimité. Comment aborder cette approche avec le client? Je pense qu'il faut être dans la pédagogie à ce niveau-là, expliquer le pourquoi du comment, ne pas, effectivement, Anthony l'a mis entre guillemets pour une bonne raison, c'est que c'est le meilleur commentaire et celui qu'on n'écrit pas, c'est une punchline. Il faut pas sortir ça au client comme ça. Mais effectivement, ce qu'il y a derrière cette punchline, c'est que c'est le pourquoi du comment de ce truc-là, c'est que il faut expliquer au client que ce que j'ai dit tout à l'heure, le fait que un commentaire qui explique le comment, il est là pour pallier un souci un souci d'expression du code. C'est que le code est mal écrit. Il n'est pas suffisamment lisible pour être compréhensible tel quel, et du coup, il faut écrire un commentaire. En gros, voilà, il faut être dans la pédagogie avec le client, lui expliquer pourquoi on pense que les commentaires, les bons commentaires sont ceux qu'on n'écrit pas. C'est que c'est la raison. Faut aller à la source du pourquoi. Le commentaire, en vérité, il a sa place quand on veut expliquer en fait, quand on veut expliquer du code temporaire qui est là pour une raison ponctuelle, il fait sens. Mais voilà, faut être dans la pédagogie et pas sortir trop de punchlines comme ça sans raison, parce que il va pas comprendre. Le client, il va pas comprendre parce que sans vouloir être condescendant, il a vu des mots-clés sur les réseaux, il a vu que les commentaires c'était bien, et vu qu'il n'est pas développeur, si on n'est pas pédagogue, il va pas, c'est pas constructif de lui sortir juste ça sans raison. Donc il faut pouvoir aller plus dans le détail. Et du coup, j'ai vu qu'Anthony avait écrit quelque chose. Finalement, on peut dire que le craftsmanship peut venir dans un second temps après une multiple itération, une phase d'apprentissage. On va d'abord essayer de chercher à créer rapidement de la valeur, tester, valider, avant d'investir dans du bon code, puis après coder avec les principes. Je pense que le clean code vient dans un second temps, mais le craftsmanship dans l'état d'esprit, il peut venir dès le début. C'est-à-dire que on peut écrire du code léger, enfin rapide entre guillemets, sans que ce soit du mauvais code. Si vraiment on est obligé de coder de manière de faire du mauvais code à cause du temps, en tout cas, pour parler du temps, c'est que là il y a un souci. Mais le souci, il n'est pas au niveau du développeur, il est au niveau enfin, il est entre le développeur et le produit, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir, ça, je pense que c'est aussi un des rôles du tech lead, c'est de pouvoir faire la passerelle et d'expliquer le pourquoi. Il faut prendre quand même un minimum de temps pour faire les choses bien, parce que sinon, côté résultat, plus tard dans l'appli, on va avoir des features qui s'implémentent plus en 3 jours, qui vont s'implémenter en 2 semaines. Et ça a du sens, même côté produit, de bien faire les choses. Mais le clean code vient dans un second temps, oui, parce que
s'il vient tout de suite, on va rendre notre code trop complexe, alors qu'on sait pas trop ce qui se passe encore. On vient d'arriver, le projet n'est même pas encore créé, et du coup, il n'avait pas été challengé. L'architecture n'a pas été challengée par le produit. Quand je dis challengé par le produit, c'est être susceptible de changer radicalement, de pivoter des trucs, etc. Donc si on complexifie dès le début, c'est pas bon, on perd du temps pour rien. Voilà, mais, ouais, exactement. Par rapport à ce que tu as dit juste après, c'est ça. Le clean code, faut pouvoir discuter avant, faut pouvoir prendre la température avant de le mettre en application. Sinon, tu perds du temps, effectivement. Parfait. Bien, merci beaucoup, Michael. Merci beaucoup, Anthony et Antoine, pour vos questions. J'en profite du coup pour mettre le lien de la chaîne YouTube, comme on disait au début. Comme ça, vous pourrez retrouver tous les replays. Et est-ce qu'il y avait un petit dernier message? Non, je crois pas. Si, peut-être Nicolas qui est en train de taper. Merci, Nicolas. Donc oui, merci beaucoup, Michael. Merci, Nicolas. Avec plaisir. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes pendant le live. Si vous voulez du coup retrouver Michael et discuter un peu plus, je laisse son LinkedIn ici. Et oui, j'ai vu aussi qu'il y avait pas mal de freelances qui sont déjà en mission chez Comet dans le public. Donc potentiellement, Michael sera là au prochain Afterwork aussi. Yes. Donc si vous voulez échanger autour d'une bière, pourquoi pas. Carrément, avec Merci plaisir. beaucoup Antoine. Merci beaucoup. Merci Johan. Est-ce que tu as un mot de la fin? Je voudrais remercier tout le monde d'avoir suivi. Merci pour les questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions même encore ultérieures, à me les poser sur LinkedIn ou effectivement même à l'afterwork. Moi c'est vrai que je peux parler boulot n'importe quand, donc faut pas hésiter. Ce sera avec plaisir. Parfait. Merci beaucoup tout le monde et on se retrouve à la prochaine. Bonne journée à tous. Bonne journée, à plus, bye.